Bienvenue, bonjour. En même temps qu'elle nous a comblés de bonheur, la génération Parker nous a rendus exigeants. Depuis 10 ans, les Bleus collectionnent les médailles et les qualifications pour les Jeux Olympiques. Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2021, ça fait 3 de suite et on finirait presque par trouver ça normal. Sauf que les JO se sont longtemps joués sans les Français. De 1964 à 2008, les Bleus n'ont participé que 2 fois en 12 éditions. Alors oui, cette équipe de France-là et ses supporters ont raison de viser une médaille à Tokyo. Mais le simple fait de participer, de défier Team USA en ouverture, c'est déjà une belle réussite. Aux joueurs maintenant de faire encore mieux. Et si les mecs sont pas contents, ils savent où est mon buringue. Y a pas de souci. Et s'il faut, on ira causer. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Causerie. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 4 mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo, Jeux Olympiques pour lesquels nos 2 équipes de France, masculines et féminines, sont qualifiées. Aujourd'hui, on va parler des hommes des Bleus qui commenceront donc le 25 juillet face à Team USA. Et pour en parler, j'accueille Boris, Gabriel et Étienne. Salut les gars, comment ça va ? Salut tout le monde. Salut, Ça va. bonjour. Alors, sur le site, sur bibasket.fr, on vous a demandé de voter poste par poste pour les joueurs que vous emmèneriez au JO si vous étiez à la place du sélectionneur Vincent Collet. On vous avait proposé à chaque fois une liste avec tous les joueurs qui composent le Team France Basket et on pouvait à chaque fois choisir 2 ou 3 joueurs selon les postes. On va découvrir ces choix ensemble, les commenter et on vous attend évidemment dans les commentaires aussi pour que vous nous donniez votre avis et vos 12 pour Tokyo. On va commencer évidemment avec le poste 1, le poste des meneurs. On vous affiche les résultats du sondage avec Gabriel Thomas Hurtel qui arrive en tête malgré une saison un peu tronquée avec le Barça. Il a quitté l'équipe de Barcelone dans un contexte un peu compliqué fin décembre. Il se relance actuellement avec l'Asvel, mais Thomas Hurtel, malgré cette saison un peu compliquée, est largement en tête des votes. Enfin, Oui, je pense largement en tête. Oui, il est premier quand même sur un poste où c'est difficile d'établir une hiérarchie. Oui, je pense que l'actualité récente a fait du bien à Thomas Hurtel dans le sens où il s'est montré plutôt en jambes avec l'équipe de France lors de la fenêtre internationale de février, avec une belle fin de match notamment contre le Monténégro dans le match décisif. Puis sa signature à l'Asvel confirme qu'il va jouer et qu'il va jouer quand même pas mal de matchs en Jeep Elite jusqu'à 25. En minimum 25, pardon. Donc, c'est plutôt normal de le retrouver là, étant donné son parcours, notamment en équipe de France. Derrière, Étienne, on a, pas loin derrière d'ailleurs, on a Andrew Albici, donc le capitaine de l'équipe de France version fenêtre internationale. Une belle réussite pour lui. Il a réussi finalement à s'imposer comme l'un des joueurs importants de cette équipe de France. Si on fait le parallèle avec un autre joueur qui est sur le poste 3-4, Amat Mbaye, c'est vrai que c'est pour moi, les deux joueurs qui ont, par le biais de la Coupe du Monde 2019, ont réussi à s'imposer comme des éléments incontestables en fait, de cette équipe de France, tout simplement, notamment par un gros travail défensif qu'il avait fait. On avait pu le voir lors de la Team USA, mais aussi contre la Team USA à la Coupe du Monde, mais aussi pendant plein de matchs. Et c'est vrai qu'il a réussi à apporter une patte défensive vraiment ultra solide sur le poste de meneur. C'est vrai que moi, je ne le vois pas en dehors de cette liste, en fait. Donc, ça me paraît un élément indéboulonnable, euh, à l'instar d'autres joueurs comme Fournier, Batum ou des choses comme ça, ou Gobert. Les gars, je vous sens et je sens nos lecteurs, nos votants assez d'accord sur les 2 premiers meneurs. Ça fait un peu l'unanimité, on va dire. Il y a peut-être un peu plus de débat pour le troisième, si d'aventure on en emmène 3 au JO. On voit sur les résultats de notre sondage que Théo Malédon et Franck Nilikina sont au coude à coude. Boris, est-ce que toi, tu aurais une préférence? Comment tu trancherais ce débat entre 2 jeunes meneurs? En fait, ce qui est compliqué dans le débat entre les deux, c'est la dynamique, puisque
Franck Ntilikina a très très peu joué depuis le début de saison. Là, ça va un peu mieux, donc on peut se dire que s'il fait une fin de saison NBA avec de la régularité en termes de temps de jeu, de rythme, etc., moi, je pencherais malgré tout plutôt pour Franck Ntilikina en termes de complémentarité, de polyvalence aussi, puisqu'on l'a vu sur la Coupe du Monde, il est capable de jouer avec un des deux autres meneurs. Il a ce profil défensif qui est assez différent de celui d'Andrew Albissi. Andrew Albissi qui est plus petit, qui est plus embêtant, qui va aller gratter des ballons, etc. Là où Franck Ntilikina, de par sa taille, son envergure, va être capable de gêner des meneurs ou des arrières, voire des postes 3 sur du basket FIBA beaucoup plus grand, beaucoup plus long. Donc, de base, je partirais plutôt sur Franck Ntilikina. Après, la dynamique ne joue pas pour lui parce que Théo Malédon réalise une très belle entame de carrière NBA. Il montre qu'il peut complètement assumer ce rôle-là. Là où Franck, pour le coup, est vraiment dans le dur sur la suite de sa carrière en club. Donc, la dynamique ne joue pas pour lui, mais si on se parle de profil pur et dur, pour moi, si Franck Ntilikina joue là dans la lignée des derniers matchs et arrive à gratter 15-20 minutes de manière assez régulière sur une vingtaine, une trentaine de matchs NBA, je pencherais plutôt pour Franck Ntilikina. Gabriel, Étienne, vous avez un avis sur ce débat du meneur? On y passe un peu plus de temps, mais parce que ça peut être un des choix compliqués de Vincent Collet les prochaines semaines. Oui, bah, je pense qu'il va continuer à suivre la suite de la saison et notamment voir si Franck Ntilikina se régularise dans la rotation des Knicks. Là, il a repointé le bout de son nez parce qu'il y a eu des blessures sur le poste 1 ou des cas contacts, notamment d'Eric Rose. Voilà, il assume pour l'instant les responsabilités. Les Knicks font une très belle saison et lors de son retour, ils ont continué d'enchaîner les victoires. Donc, c'est plutôt bon signe. Reste à savoir si ça va se poursuivre. Après, on peut imaginer qu'il y aura toujours 4 meneurs d'appelés sur le groupe. Alors, c'est pas défini encore, mais l'équipe de France pourrait imaginer un groupe à 15-16, voire un joueur par poste supplémentaire, c'est-à-dire les meneurs. Théoriquement, on en prend 3. La Coupe du Monde en 2019, ça avait été un petit peu un pari, mais ça avait fonctionné puisque les deux joueurs n'avaient pas été blessés. Ils avaient pris seulement Albissi et Ntilikina suite à la blessure d'Hurtel. Ils n'avaient pas vraiment trouvé un troisième joueur capable d'apporter. Bon, ben là, on pourrait imaginer ces 4-là et avec tout simplement voir ce qui se passe. Déjà, est-ce qu'ils vont être les 4 aptes? Actuellement, ils le sont, mais c'est pas sûr qu'ils puissent l'être forcément au mois de juillet. Voilà. Et 2, observer leur performance sur les matchs de préparation, sur les entraînements, dans la complémentarité avec le reste du groupe. Voilà, on sait très bien qu'il y a notamment un très gros porteur de ballon, très gros attaquant au poste 2, que ce soit avec Evan Fournier ou Nando De Colo. C'est bien d'avoir un profil de défenseur. Voilà, mais RTL a dit qu'il pouvait aussi s'inscrire dans un rôle en sortant du banc. Il a répété dans une interview au journal L'Équipe à la fin d'année. Donc tout ça, ça reste à définir, mais je pense pas qu'il y ait un 5e joueur qui vienne dans la hiérarchie. Donc il y a plutôt 4 meneurs et à voir ce qui va se passer dans la suite de la saison, mais surtout sur la préparation. Les gars, je vous propose de passer sur le poste 2, le poste d'arrière, où on a les deux leaders offensifs, peut-être aussi les deux plus gros talents de l'équipe de France. Les résultats des votes des lecteurs de Bibasket s'affichent. Donc Nando De Colo qui devance, mais de très très peu, Evan Fournier. Hein, les deux sont au coude à coude. Quasiment tout le monde emmène les deux dans ses 12. Étienne, j'imagine que tu fais aussi ce choix. Ce sont vraiment les deux leaders de l'équipe. C'était le cas à la Coupe du Monde et ce sera encore le cas à Tokyo. Oui, pour moi, c'est les deux. Ouais, au niveau des postes extérieurs, on va dire que c'est les deux joueurs qui sont les plus indéboulonnables, en fait. C'est juste qu'on peut pas aujourd'hui se passer de ces deux joueurs-là. Tout simplement parce que, comme on l'a vu face à l'Asvel, Nando De Colo, il est dans une forme olympique en ce moment. Evan Fournier, même s'il a connu quelques blessures avec le Magic, il est toujours dans ses standards au niveau, que ce soit au niveau des points ou au niveau de l'apport qu'il peut apporter au Magic. On voit qu'ils sont pas trop mal au classement. Après, ça va dépendre aussi de la stratégie que veut adopter Collet, dans le sens où est-ce qu'il va faire basculer Batum sur un poste 4 et pourquoi pas faire basculer Fournier sur un poste 3 et prendre un second arrière. Par exemple, Isaiah Cordinier aussi qui fait une très bonne saison avec Nanterre et qui pourrait, sur certaines séquences, apporter énormément d'énergie.
Et Donc qui est bien ça va. placé dans notre Hmm. sondage d'ailleurs, Isaiah Ouais, Cordini il qui est prend la troisième et troisième place. ouais, pour moi, ça pourrait être une belle solution de pourquoi pas décaler Evan Fournier en poste 3, décaler du coup Batum en poste 4 et avoir une place pour Cordigné au poste 2. Après, c'est déjà justement, ça dépend de la stratégie que va adopter Vincent Collet. Boris, de toute façon, on sait, là, on est sur quelque chose d'assez figé parce que c'est l'exercice. On choisit deux arrières, mais on sait que dans la réalité du match, les postes, ça évolue et qu'on peut jouer avec De Colo et Fournier ensemble sur le terrain. Oui, et effectivement, c'est les deux plus gros talents offensifs de l'équipe, sans aucun doute, dans des styles très différents. C'est vrai que jouer avec les deux autant que possible, c'est important. Après, on a parlé de ce décalage-là. On peut aussi avoir Nando De Colo qui prend davantage la main. Enfin, Ce qu'il il y fait a plein de avec le combinaisons Fenerbahçe, il joue complètement. meneur en ce moment. Et ce qu'il a fait pas mal tout au long de sa carrière finalement. Donc on sait que ça peut fonctionner. Donc des associations comme ça, il y en a plusieurs. On peut aussi dans le basket moderne jouer à trois arrières sans problème. En fonction de l'opposition. Donc très clairement, c'est deux joueurs sur lesquels il y a pas beaucoup de doutes. La question c'est plus les rôles de chacun et les temps de jeu de chacun et les associations, les rotations qui vont être mises en place par le staff des Bleus. Mais sur la place de Fournier comme de Colo, effectivement, je pense qu'il y a pas beaucoup de débats. Ouais, moi, je pense pas qu'on est. On va revenir plus tard, mais si on part du principe qu'on décale Batum, je vois pas trop l'intérêt, décalé au poste 4, hein, je vois pas trop l'intérêt parce que je trouve qu'on aura un surplus de possibilités sur les postes extérieurs et je vois pas des joueurs indiscutables pour venir s'ajouter et s'ajouter. C'est-à-dire qu'il y a des bons joueurs, on va en parler plus tard, mais est-ce qu'on a besoin de deux Timothée Lou Cabarro et Axel Toupane, par exemple voilà, parce que les deux peuvent très bien être dans la sélection, mais il en faut sans doute qu'un seul. Donc si on décale Batum, c'est sans doute pour prendre par exemple aussi Isaiah Cordiné au poste 2, en plus de Nando De Colo et Van Fournier. Moi, ce que j'imagine plutôt, c'est qu'en prenant Thomas Hertel, on va l'avoir souvent avec un autre meneur aussi potentiellement, comme ça a été le cas avec Andrew Albici sur la dernière fenêtre internationale. Deux meneurs qui peuvent prendre la balle, annoncer le système ou se retrouver en deuxième arrière, mettre beaucoup de création, mettre du up-tempo, un jeu très dynamique avec beaucoup de relances et de contre-attaque comme l'équipe de France sait le faire. Donc, c'est un petit peu en ce sens. Isaiah Cordigné, s'il était dans le groupe, ça serait dans le rôle de Paul Lacombe en 2019, je pense. Mais bon, Paul Lacombe qui n'a pas trop joué, surtout pas sur la deuxième semaine. Et c'était possible dans le sens où il n'y avait que deux meneurs. Donc il y avait du coup trois arrières avec deux colos qui auraient pris le poste 1 s'il y avait une blessure ou si à un moment donné il y avait un changement stratégique sur des rencontres. Ce qui n'a pas été le cas puisque Albici et Nilikina jouaient 20 minutes chacun en gros. Voilà. Donc ça pourrait arriver en cas de pépin, en cas de changement, en cas de bouleversement, mais je pense que là, si on part du principe, on s'est dit que c'était compliqué de couper l'un des quatre meneurs. Je ne vois pas trois arrières et je ne vois pas deux ailiers en plus de Batum. Alors Effectivement. peut-être qu'il fera pas le cut, mais Boris, je voyais que tu voulais réagir. On peut quand même souligner la progression d'Isaiah Cordigné dans la hiérarchie de l'équipe de France grâce à sa saison avec Nanterre, ses deux dernières saisons avec Nanterre, et aussi grâce aux fenêtres peut-être. Oui, probablement. Et comme le disait Gabriel tout à l'heure, la prépa se fera probablement avec un groupe élargi et il est fort possible que Isaiah Cordigné fasse partie de ce groupe de 16-17 joueurs. Mais à l'image de ce que disait Gabriel, je ne le vois pas non plus faire le cut et être dans la liste des 12 parce que sur les postes arrière, si on regarde les choses ainsi, on aurait déjà 5 joueurs. Effectivement, même si Fournier peut glisser en 3, je vois pas ça comme une évidence à date et je pense qu'il est quand même un petit peu court, même si effectivement la progression est là. Sa saison et demie à Nanterre ont montré qu'il était vraiment sur une dynamique positive. Il est encore jeune et il y a fort à parier qu'on le reverra sur d'autres fenêtres et peut-être même sur des compétitions estivales. Mais à mon sens, ça reste un peu court à date, même s'il a effectivement l'atout et l'avantage d'avoir un profil assez différent des autres joueurs pour le coup. Et Lou Cabarro, on va en parler, mais peut jouer aussi poste 2 puisque Ouais, c'est quand même un mec qui peut apporter aussi de la création et c'est un poste qu'il occupe souvent NBA.
Tiens, Gabriel, on va rester sur, comme tu parles de TLC, on affiche les résultats pour les ailiers, le poste 3, avec Nicolas Batum qui est presque choisi. Alors, vous allez me dire, hein, à chaque fois, évidemment, le total, ça fait beaucoup plus de 100%, mais parce qu'il y avait plusieurs choix, évidemment, par poste. Donc, Nicolas Batum qui arrive en tête, qui est choisi par pratiquement tous nos lecteurs, devant justement Timothée Louvao-Cabarro, qui fait une très bonne saison avec les Nets. Euh, Attendons peut-être d'abord, Gabriel, sur la place de Batum. C'est lui aussi un incontestable, le capitaine de cette équipe de France et qui réalise une saison un peu, on le dirait, renaissant avec les Los Angeles Clippers. Oui, on attendait de voir un peu cette saison, après avoir été benché à Charlotte, voir s'il était capable, avec de bonnes responsabilités, de pouvoir être productif dans une bonne équipe. Et c'est le cas pour le Certains moment. étaient inquiets, même on se disait, s'il joue plus du tout, est-ce qu'on l'emmène à Tokyo? Il y a eu ces Oui, débats. il lui restait un an de contrat, donc imaginez qu'il n'ait pas trouvé d'accord avec Charlotte et qu'il soit quelque part mis au placard à Charlotte, qu'il ne joue pas. Ça aurait été compliqué, effectivement, de pouvoir se dire qu'il serait un joueur cadre à Tokyo. Là, c'est plus le cas. Maintenant, il est dans une équipe compétitive, il a un vrai temps de jeu. Voilà. Il va se retrouver dans le même rôle, en fait, qu'en équipe de France. Enfin, en équipe de France, il va se trouver le même rôle qu'aux Clippers, puisque la balle sera souvent dans les mains des arrières créateurs, et lui, il va être trop large, il va jouer sans ballon, il va couper vers le cercle, il va avoir des tirs, des catch and shoot à 3 points. Et puis, au fur et à mesure du match, il sera sans doute potentiellement décalé sur le poste 4, surtout dans les fins de rencontre. C'était déjà le cas à la Coupe du Monde 2019 pour pouvoir switcher sur tous les écrans. Donc, finalement, il se prépare parfaitement à ces Jeux Olympiques. Tu parlais hein, de son adresse à 3 points, 44% à 3 points en NBA cette saison avec les Clippers. Étienne, derrière le capitaine Nicolas Batum, nos lecteurs ont plébiscité aussi Timothée Luwawu-Cabarro, qui lui aussi a su s'imposer dans une très grosse équipe NBA cette saison avec les Nets, où il a un vrai temps de jeu, un vrai rôle. Ouais, je partage aussi l'avis de nos lecteurs, mais je pense que on va dire que enfin, la saison qu'est en train de faire Axel Toupane est un petit peu à mon goût sous-estimée, puisqu'on voit qu'il a que 7% des votes, il me semble. C'est un total qui pour moi est un peu trop bas. Après, il souffre peut-être aussi de la faible notoriété ou en tout cas la faible visibilité que peut avoir la G-League en France, puisqu'on voit qu'il est quand même placé derrière William Howard, qui joue. Qui a, qui a commencé très tard aussi la saison de G-League. C'est vrai qu'on ne l'a pas Oui, beaucoup vu, surtout, enfin, on elle ne va l'a se pas vu terminer très avant, quoi. tôt. Elle va se terminer très tôt parce que là, ils ont fait les quarts de finale de G-League. Et toi, Enfin, tu l'aurais mis dans la balance avec TLC. ouais, pour moi, Batum, c'est sûr, mais j'aurais eu une grosse hésitation entre TLC et Toupane, puisque Toupane fait quand même des très belles choses, je trouve, avec les Santa Cruz Warriors. Et pourquoi pas, s'il arrive à se distinguer un petit peu plus en G-League, il pourrait peut-être décrocher, je sais pas, un contrat de 10 jours ou même un petit contrat avant la fin de l'année. Il pourrait apporter, je pense, pas mal à une équipe. Là, il tourne autour, En NBA, j'ai tu les veux dire. stats. Ouais, c'est ça, excuse-moi, ouais, c'est 17,9 points, 8 rebonds et 3,3 passes, ce qui sont plutôt des excellentes stats. Et puis, son équipe fait partie des favoris pour remporter le trophée de la G-League. Donc, il a encore fait un gros match face à Rio Grande hier. Donc, moi, je le verrais bien, en tout cas, dans la balance. Après, je trouve que le choix est assez difficile entre les deux. À voir avec l'arrivée de nouveaux joueurs encore, comme Black Griffin, même si c'est pas le même poste, l'arrivée de plus en plus de talents du côté des Nets, comment TLC va continuer à se faire une place. Peut-être que son temps de jeu va baisser. Enfin, à voir, en fait. On va dire que la NBA est tellement une ligue indécise que c'est compliqué de faire un choix entre deux joueurs qui font partie de ces ligues, à l'instar de Franck et Thomas Ledon. Boris, est-ce Après, que tu hésites toi aussi? ouais, en fait, pour rebondir là-dessus, le fait est aussi que j'ai l'impression que selon les postes en équipe de France, il y a des postes qui sont aussi très tournés vers l'attaque. On en a parlé, hein, ce poste 2 avec De Colo et Fournier qui sont nos deux plus gros talents offensifs. À l'inverse, sur le poste 3, tous les joueurs dont on parle, en tout cas les trois, ont des profils de bons défenseurs
que ce soit Batum, que ce soit Toupane, que ce soit Luau Cabarro. Et c'est vrai que dans ce registre-là, Luau Cabarro apporte peut-être un peu plus de variété, de polyvalence qu'un Toupane. Le fait qu'il puisse davantage jouer sur le poste 2, qu'il est peut-être, c'est difficile à dire, mais un poil plus d'armes offensives, ou en tout cas qui sont un peu plus affirmés cette saison dans ce registre-là, à un niveau supérieur à celui de Toupane, qui malgré tout joue en G-League, là où l'autre joue en NBA. Donc malgré tout, je pense que j'irai aussi plutôt vers TLC, même si effectivement, sur une blessure ou quelque chose comme ça, à mon sens, un Toupane pourrait complètement faire l'affaire et serait pas un downgrade important pour l'équipe. Mais à date, sur les saisons, si on doit juger sur le rythme, sur les performances intrinsèques et le niveau auquel les deux jouent, je pense que TLC garde une longueur d'avance. Et je pense que là aussi, comme on en parlait pour Batum, TLC, il va avoir le même rôle en équipe de France qu'il a au Nets. Donc l'adaptation sera assez facile. Après, ça peut changer. Pour Toupane, effectivement, Étienne a parlé d'une possibilité d'un appel d'une franchise NBA, étant donné ses performances et le fait qu'il va se retrouver libre à partir de jeudi au maximum. On peut imaginer qu'il intègre une franchise NBA et s'il arrive à se montrer performant, pourquoi pas encore remonter dans la hiérarchie. Et encore une fois, j'imagine une présélection avec les deux. Et s'il y a les deux, et qu'ils fassent leur preuve à ce moment-là. Sauf que Brooklyn reste quand même un candidat au titre et qu'ils peuvent faire de longs playoffs. Et c'est pas sûr que, par exemple, TLC puisse participer à une vraie campagne, enfin une vraie préparation. Alors que Toupane, lui, il aura peut-être cet avantage-là. Et en plus, il a déjà eu ce rôle à la Coupe du Monde 2019. Donc, l'intégration sera peut-être encore plus facilitée. Gabriel, peut-être aussi un petit mot sur William Howard, qui est donc l'ailier de Lasvel, qui est en troisième position dans notre sondage, dont tu avais souligné récemment les performances, notamment à 3 points. Il peut rentrer dans la discussion. Ah oui, c'est un potentiel de très haut niveau et William Howard il bénéficie un peu de ces énormes performances actuellement, puisqu'on a fait ce sondage la semaine passée et sur le mois de février, c'est 18,3 d'évaluation de moyenne avec l'Asvel en Euroleague contre des équipes du top 5 lors de victoires seulement. Donc, effectivement, ça montre ses progrès. C'est un joueur qui a vraiment surpris par sa capacité à marquer à 3 points, mais je veux dire surpris dans le sens où c'était un bon shooter, mais c'est devenu vraiment la référence absolue du shoot. Et en rythme ou sans rythme, à 7 mètres comme à 10, il mettait tout dedans. Voilà. Et puis, il montre quand même une meilleure polyvalence. Maintenant, on le voit plus attaquer le panier. En même temps, les défenses sont préparées face à lui. Et puis, je trouve qu'il met une belle activité défensive. Il n'a pas un énorme coffre, c'est-à-dire qu'il n'est pas très lourd. Il peut parfois se faire bousculer au niveau du poids, mais il a des longs membres, il bouge bien. On le voit vraiment impliqué et c'est potentiellement un joueur qui peut arriver à gratter une place dans la préparation. Admettons que TLC, par exemple, ne puisse pas être disponible pour la préparation, on pourrait l'avoir sur le groupe élargi et à ce moment-là, il pourrait peut-être gagner sa place lui aussi. Les gars, passons désormais sur le poste suivant, le poste 4, celui d'ailier fort qui a été voilà, le poste peut-être un peu compliqué à fournir depuis la retraite de Boris Dio. Étienne, t'en parlais tout à l'heure, donc c'est Amat Mbaye qui arrive assez nettement en tête du sondage. Et ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que c'est un joueur qui, grâce aux fenêtres et à la Coupe du Monde, en a profité pour gagner sa place et devenir un taulier de cette équipe de France. Et toi aussi, c'est lui que tu emmènerais au poste 4. Ouais, surtout aussi, enfin, déjà de base, l'histoire, c'est que qu'il a réussi à s'illustrer énorme, enfin, qu'il a réussi à être très très bon, je trouve, en tout cas en début de compétition lors de la dernière Coupe du Monde. Il a réussi à être dans le groupe parce que Adrien Morman s'est blessé. Donc, il avait eu cette place-là et il a su montrer que ce soit lors de la Coupe du Monde ou lors des fenêtres de qualification qu'il avait sa place. Et surtout, ce qu'il est en train de réaliser avec son club turc, ça montre que de plus en plus, il prend confiance et ça devient un des patrons de son équipe et il peut aussi devenir l'un des patrons de cette équipe de France, à mon goût. Même si, évidemment, on a quand même des joueurs qui sont au-dessus, hein, mais je parle plutôt leader dans l'état d'esprit ou des choses comme ça. Et je le vois bien associé avec un Batum sur le poste 4.
Pour moi, ce serait une très belle arme. Et puis au niveau du second choix, on pourrait avoir du Louis Labéry qui avait fait une très belle Coupe du Monde, ou Adrien Morman qui fait une excellente saison avec l'une des meilleures équipes d'Europe en fait. Donc voilà, donc moi je partirais plutôt sur Amath Mbaye et Nicolas Batum sur le poste 4. Si on part du principe que Batum est décalé en 4. D'accord. Donc, pour donner quelques éléments, donc Mbaye, donc là, avec Mbaye et Moerman, on a deux joueurs qui brillent hein, dans le championnat turc. Mbaye, c'est 15 points et 4 rebonds avec Kassiarka qui est deuxième. Et Moerman, c'est 13 points et 8 rebonds en championnat avec l'Anadolu Efes Istanbul qui est premier. Boris, toi aussi, tu vas sur ce choix de ces deux-là pour Tokyo. Ça te paraît être un choix logique? Alors, le poste 4, c'est un poste qui est particulier parce que c'est difficile de dégager une vraie hiérarchie, comme on peut avoir sur d'autres postes avec des joueurs vraiment installés, comme un Batum, un Gobert, un Hurtel ou des deux Colo Fournier. Donc, c'est beaucoup plus mouvant et les joueurs, à mon sens, sont beaucoup plus proches les uns des autres, même si on se parle des joueurs suivants dans la hiérarchie, type Yabusele. Malgré tout, oui, je partirais sur Mbaye Moerman parce que sur du basket moderne, tous les deux sont de bons, voire très bons shooters extérieurs, capables d'étirer, d'étirer les défenses et d'avoir un spacing intéressant. Effectivement, pour des raisons différentes, Mbaye s'est vraiment installé à de la régularité en équipe de France depuis plusieurs années via les nouvelles formules. Il a montré à la Coupe du Monde qu'il pouvait très très bien tenir ce rôle-là et cette place, et donc c'est une sorte de garantie. Et derrière, Moerman, qui a eu pas mal de problèmes de blessures, à mon avis, est le profil parfait pour un poste 4 remplaçant avec un gros bagage Euroleague, basket européen, etc. Et donc, à mon sens, c'est deux joueurs effectivement qui feraient très bien l'affaire. On manque peut-être un petit peu de défense sur ce poste-là. C'est le seul bémol, je dirais, avec ces deux profils-là, par rapport à un poste 3, par exemple, qui est très fourni à ce niveau-là. Gabriel, toi, tu étais surpris que Moerman ne soit pas en tête du sondage. On sait qu'on a une forte communauté de lecteurs du côté de Limoges et qu'ils aiment bien rappeler comment voter en faveur d'Adrien Moerman, ancien Limougeot. Mais ça montre aussi comment, à quel point Amath Mbaye s'est imposé dans la tête des suiveurs de l'équipe de France, peut-être. Oui, c'est ça. Matemba, il a clairement trouvé sa place dans le groupe. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait partie des cadres, comme l'a dit Étienne. Euh, c'est quelqu'un de très serein qui exprime totalement pourquoi il est aujourd'hui dans un club, le Pinar Karşıyaka İzmir en Turquie, et pas dans un plus gros club où il parle vraiment de son épanouissement et sa volonté de continuer à seulement prendre du plaisir. On sent qu'en équipe de France, c'est ça. Il a vraiment ce plaisir d'être là, ce plaisir d'apporter, ce plaisir de contribuer. Voilà, donc je pense qu'il est très complémentaire avec le reste. Après, le poste 4, effectivement, c'est là où la hiérarchie la plus difficile. Mais j'imagine que Batum sera sélectionné plutôt au poste 3 d'abord, mais qu'il aura quand même une bonne dizaine de minutes à donner sur le poste 4 par rencontre, peut-être quasiment la moitié de son temps de jeu global, et qu'il y aura une trentaine de minutes. Derrière, il faut imaginer ce poste 4 en essayant d'imaginer qu'il soit complémentaire avec Batum, mais aussi avec les postes 5. C'est-à-dire que si on se retrouve avec trois grands postes 5, prendre deux postes 4 un peu plus petits qui peuvent switcher sur des extérieurs, c'est peut-être mieux. Mais si, par exemple, Mathias Le Sort se retrouve parmi les trois postes 5, peut-être que ça peut refaire monter la cote de Louis Labéry, qui est un peu plus grand comme poste 4 dans la hiérarchie. Donc, c'est compliqué. Et là où c'est compliqué, c'est que je pense que Vincent Collet ne pourra pas prendre 5 joueurs qui, pour moi, sont à peu près d'un niveau d'impact similaire, comme l'a dit Boris. C'est-à-dire qu'il y a Amath Mbaye, il y a Adrien Moerman, pour qui j'aimerais vraiment qu'on puisse un jour le voir sur une grande compétition internationale, même s'il n'aura pas le plus gros rôle. C'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience et qui va se retrouver dans le même rôle finalement en équipe de France qu'à l'Anadolu Efes, où il y a deux joueurs qui prennent tout le temps le ballon, Shane Larkin et Vasilije Micic. Il lui donne beaucoup d'espace autour, il donne de l'engagement, il donne de l'expérience du club basket. Voilà. Donc derrière, il y a Gershon Yabusele qui quand même fait une belle saison avec l'Asvel, monte en puissance. Mais il ne faut pas oublier donc Louis Labéry qui, pareil, continue de progresser, notamment sur le tir extérieur. Il devient vraiment, vraiment très adroit.
Et qui était à la Coupe du Monde 2019, Louis Laberry. Oui, C'était... oui, oui. Alors, la Coupe du Monde 2019, il faut rappeler qu'il avait pris une énorme béquille contre la République dominicaine, je crois, et qu'il avait mis du temps à déjà pouvoir rejouer et qu'on l'avait vu un peu plus sur la fin de la compétition qu'au début. Et contre l'Argentine, notamment, ça a été l'un des seuls qui avait montré des choses intéressantes. Voilà. Et n'oublions pas aussi Livion Jean-Charles, qui fait une honnête saison avec l'Olympiakos, un joueur très dur en défense notamment. Boris parlait de potentiel défenseur sur le poste 4, ben voilà un. Qui, en plus, a progressé sur le shoot extérieur. Il n'en prend pas beaucoup, mais il commence à les mettre quand il les prend. Donc, c'était jusqu'ici l'une de ses lacunes sur ce poste 4 où c'est essentiel d'avoir des shooters. Voilà, donc c'est compliqué. Il va falloir faire un choix pour le staff d'en prendre sans doute 3 sur la préparation pour 2 places, plus Nicolas Batum qui donnera sans doute qu'il y aura de bonnes minutes sur ce poste 4. Et donc, on vous affiche les résultats du sondage pour les pivots, avec là encore un indéboulonnable plébiscité par quasiment tout le monde. Boris, c'est évidemment Rudy Gobert, All-Star pour la 2e fois, un joueur majeur en NBA et qu'on retrouve donc logiquement et qui sera logiquement notre pivot titulaire aux Jeux Olympiques. Oui, effectivement, hein, c'est le pivot titulaire de l'équipe de France depuis quelques années déjà. Ça devrait, si tout se passe bien et s'il n'a pas de pépins, le rester pendant encore un paquet d'années, probablement au moins jusqu'en 2024. Donc, pas grand-chose à dire sur Rudy Gobert, qui est un joueur très, très installé en NBA et un joueur forcément majeur de la compétition, toute équipe confondue. Ouais. Sur la suite, alors, est-ce qu'on emmène 2, 3 pivots? Alors, on voit que sur le sondage, nos lecteurs ont plébiscité plutôt Mustapha Fall et Geoffrey Lauvergne. Quid de Mathias Le Sort, qui lui aussi était à la Coupe du Monde 2019. Comment tu fais ton choix dans cette offre? Vincent Poirier aussi, qui était à la Coupe du Monde 2019. Ouais, en fait, il y a une histoire de complémentarité. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le sondage, Geoffrey Lauvergne arrive 3e. Typiquement, je pense que c'est un rôle qui ne lui convient pas. Être 11, 12e homme, 3e pivot dans la rotation, je pense que ça ne lui va pas. Soit on prend Geoffrey Lauvergne dans un rôle plus important pour être à la limite en 2e pivot, etc. Soit on ne le prend pas du tout. De par son passé, sa complémentarité avec les autres joueurs, je serais plutôt d'avis de ne pas le prendre, même s'il fait une excellente saison. Et effectivement, d'être plutôt sur un Mathias Le Sort en 3e pivot, très complémentaire des autres profils. Et après, se pose la question de la rotation entre eux, effectivement, Poirier ou Fall. Vu les dynamiques des deux et les styles de jeu, je partirais effectivement plutôt sur Mustapha Fall dans un rôle un peu différent, peut-être un peu plus porté vers l'attaque, vers l'offensive, même si moins de mobilité. Et donc, avec un trio d'intérieur, Gobert, Fall, Le Sort pour le coup. Parce que Poirier est dans une situation très délicate en club avec très peu de temps de jeu et peu de rythme. Et sur Lauvergne, je m'en suis expliqué, c'est pas du tout sur le talent, très loin de là, mais plutôt sur le rôle et la place qu'on pourrait lui donner. À mon sens, Geoffrey Lauvergne est un excellent joueur quand il a un rôle important et pas quand il est là pour grappiller des minutes et rendre des services, comme ce qu'il a pu faire en NBA où ça ne s'est pas forcément bien passé. Ça doit être un joueur important et majeur de ces équipes, à mon sens, pour qu'il soit utile et qu'il serve vraiment à quelque chose. Étienne, Vincent Poirier, donc, qui était à la Coupe du Monde 2019 avec les Bleus, qui apparaît qu'en 5e position là, du sondage. Il paye sa situation à Philadelphie, où il joue très peu, voire quasiment pas. Est-ce qu'il y a encore une chance pour toi on ne sait jamais, hein, la trade deadline n'est pas encore passée, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais ça m'étonnerait qu'il arrive à être tradé et en même temps s'imposer dans une équipe, dans une autre équipe. Il souffre tout simplement de la mauvaise dynamique qu'il a actuellement dans sa carrière et qui va le faire payer sûrement sa place. Concernant les autres noms, moi je serais plutôt d'accord pour prendre Mathias Le Sort en 3e option, puisque pour moi Geoffrey Lauvergne, c'est un joueur qui a besoin de plus de minutes que ça, et puis c'est pas possible pour lui d'être le deuxième ou 3e joueur enfin en tout cas le 2e ou le 3e joueur sur un poste. Donc moi je partirais sur Le Sort, Mustapha Fall et évidemment Rudy Gobert, même si je vois que ça peut être compliqué. Après, j'y crois pas forcément. Je vois plus une finale avec les Lakers, mais on voit que les playoffs vont se terminer normalement fin juillet.
et que les Jeux Olympiques vont commencer autour du 26 juillet. Enfin, le tournoi des Jeux Olympiques va commencer autour du 26 juillet à peu près, il me semble. Donc, à voir au niveau des dates comment ça va se passer, tout ça va se profiler, parce que c'est vrai que tous les problèmes de calendrier, malheureusement, on ne peut pas encore les anticiper. On ne peut pas savoir à l'avance quelle situation on aura aux États-Unis, notamment autour du Covid, et est-ce qu'on laissera est-ce qu'on laissera les Européens, pardon, accueillir des ressortissants qui viennent d'un autre pays. Alors, concernant la NBA, en tout cas, je sais pas, les gars, si vous avez la date exactement de la finale, Elle mais peut se en tout terminer cas, plus tard le 25 juillet, si je me voilà. souviens bien de tête. Voilà. Donc, Ouais. il y a la date de début des Jeux Olympiques, c'est le 24. Il me semble que c'est le 26 que commence le tournoi. Donc, Oui, ça doit être le dimanche ou le lundi. En tout cas, la Mais préparation serait tronquée, quoi qu'il arrive, si des joueurs, que ce hmm. soit TLC avec les Nets, Batum avec Batum les avec les Clippers ou Clippers. Gobert, aller loin, quoi. Oui, bah, c'est une des difficultés qui va s'ajouter, mais quoi qu'il se passe avec Rudy Gobert, si l'équipe de France peut compter sur lui, même s'il n'a pas fait de match de préparation et qu'il arrive fatigué, même s'il a fumé quelques cigares après un titre NBA, je pense qu'il sera automatiquement dans l'équipe, il n'y a rien à Oui. dire là-dessus. Après, c'est sûr que ça peut changer sur les choix qui sont ensuite. Voilà, on peut s'imaginer un début de tournoi où il va falloir que d'autres pivots assument, notamment contre des Team USA ou des équipes. Imaginons le Canada, on doit jouer le Canada et ils sont bien armés. Il faudra peut-être réintégrer petit à petit Rudy Gobert. Mais bon, à l'heure actuelle, Pour, si pour, euh, pour, pour taffer Owen Klassen, ça devrait aller. Hein. Ouais, voilà, bon, peut-être que le Canada va pas réussir encore une fois à réunir ses superstars parce que ça n'a jamais été le cas jusqu'ici. Voilà, maintenant, si on doit prendre la hiérarchie, elle est complexe parce que effectivement, déjà, il faudrait que Geoffrey Lauvergne pour savoir si vraiment il peut revenir en équipe de France. Il faudrait qu'il puisse vraiment échanger profondément avec le staff. Voilà, on ne connaît pas notamment exactement la nature de ses problèmes. Donc, à l'Euro 2017, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est difficile pour nous d'avoir un avis spécifique là-dessus. Voilà, par le passé, des fois, il y a des joueurs qui s'entendaient plus ou moins bien ensemble en équipe de France et forcément, ça a des impacts. Voilà, bon, ben, donc ça, on n'en sait rien. Donc, on ne va pas se dire qu'il y a un souci à ce niveau-là, mais ça fait partie des possibilités à éclaircir. Voilà. Mustapha Fall, il présente vraiment un avantage par rapport à Rudy Gobert, c'est sa capacité à être un point d'ancrage de haut panier. Rudy Gobert est très bon quand il roule vers le cercle, il reçoit la balle en mouvement. En FIBA, il y a plus de monde dans la raquette et il y a moins d'espace. Donc c'est difficile pour lui d'avoir le même impact offensivement. Et on l'a vu à la Coupe du Monde, parfois on souffrait d'un manque de points d'ancrage dans le jeu offensif. Et le fait d'avoir Mustapha Fall, ça peut permettre sur des séquences d'avoir cet aspect-là. Quant à Mathias Le Sort, bah, c'est un formidable energizer. On rentre, il secoue tout le monde par son énergie, il va fort au rebond offensif, il explose vers le cercle et puis voilà, il peut switcher très loin du cercle, il peut détenir des joueurs à 10 mètres du panier des extérieurs parce qu'il a la mobilité latérale notamment pour. Donc il est complémentaire de deux grands pivots. Et Vincent Poirier, effectivement, c'est difficile dans les Sixers d'imaginer quoi que ce soit pour lui de positif sur la fin de saison. Et ça va lui mettre des bâtons dans les roues pour l'équipe de France, ça c'est sûr. Juste Boris, peut-être finir sur justement Mustapha Fall qui réalise une très belle saison en Euroleague avec l'Asbel, qui a prouvé lors des fenêtres internationales qui pouvait s'imposer aussi en équipe de France, pas les dernières mais les précédentes. Il n'a pas encore disputé de grandes compétitions avec les Bleus. C'est enfin venu le moment pour lui d'exploser peut-être au niveau international. Ouais, c'est un joueur qui, malgré tout, a 28 ans, donc qui arrive plutôt à maturité. On sait que pour les pivots, c'est plus tardif. Et là, je dirais qu'il entre dans son prime, entre guillemets, sur les 2-3 ans qui viennent. Il va vraiment être dans la meilleure fenêtre de tir au niveau de sa carrière. Donc oui, je pense que le temps est venu. Effectivement, sur un jeu plus demi-terrain, puisqu'il a moins de mobilité qu'un Rudy Gobert, hein, pour un grand qui est vraiment
un très bon joueur cercle à cercle, etc. Là où Moustapha Fall va avoir plus de difficultés, il va compenser par son apport effectivement sur un jeu plus organisé, demi-terrain, très basket FIBA finalement. Donc peut-être moins utile sur une opposition sur des équipes américaines ou canadiennes, ce genre de choses. Mais à l'inverse, sur des équipes européennes avec un jeu plus typé Euroleague, pour le coup, ça va être intéressant parce que ça va apporter de la variété au jeu offensif de l'équipe de France. Eh bien, merci messieurs. Alors, on vous affiche la sélection des 12 joueurs retenus pour l'équipe de France masculine au JO de Tokyo selon les votes des lecteurs de Bibasket. Donc, avec Hurtel, Albici en 1 et on a mis Nilikina et Malédon au coude à coude pour le troisième spot. Nando Dokolo, Evan Fournier à l'arrière, Nicolas Batum, Timothée Louvaou, Cabarro à l'aile. Amatembaye, Adrien Moerman au poste 4 et un trio Rudy Gobert, Moustapha Fall, Geoffrey Lauvergne au pivot. Merci encore. Dites-nous dans les commentaires quels sont vous, vos 12. Si vous étiez à la place de Vincent Collet, qui emmèneriez-vous à Tokyo? Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut, à bientôt. Au revoir.